pouvons pas trouver dans les livres anciens d'étiquette toutes les règles concernant les bonnes manières sur le comportement digital. Néanmoins, certaines choses relèvent du bon sens et surtout de l'essence de l'étiquette et des bonnes manières. Prenons 3 cas que nous connaissons très bien, le ghosting, le trolling et les commentaires désobligeants. Le ghosting, si vous ne savez pas ce que c'est, grand bien vous en fasse. Vous avez une relation avec quelqu'un, vous vous entendez très bien, il n'y a aucun signe avant-coureur et pourtant, du jour au lendemain, cette personne ne vous répond plus, elle vous laisse en lu, voire elle vous bloque et vous efface complètement, comme si vous n'aviez jamais existé. Et forcément, votre réaction première va être de vous demander, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On entend beaucoup parler dans la sphère du dating, dans le romantique. Vous allez avoir un superbe moment au restaurant avec une personne, et puis vous parlez bien, il y a eu un bon feeling, et puis du jour au lendemain, la personne ne vous répond plus, elle disparaît. Pourquoi ghost-t-il ? Il y a 2 choses. Premièrement, la lâcheté émotionnelle, et deuxièmement, le manque de respect, le manque de considération, pur et simple. Pour ce qui est de la lâcheté émotionnelle, le ghoster va manquer de ce qu'on appelle la compétence de confrontation. Pour éviter l'inconfort de voir votre déception ou de simplement faire face à ses propres doutes et de les expliquer, il préfère disparaître physiquement. Donc il va choisir son confort immédiat au détriment de votre humanité. C'est une fuite devant ses propres limites émotionnelles. Vous devriez avoir une réponse de qui cette personne est, et vous ne devriez pas chercher, je pense, à renouer contact ou à avoir une relation avec quelqu'un qui est limité émotionnellement. On est d'accord. Alors, pour ce qui est du manque de considération pur et simple, le manque de respect, là c'est pire, je pense, parce que là il faut comprendre que le ghoster voit la relation comme du consumérisme relationnel. C'est-à-dire que la personne en face de lui n'est pas vraiment une personne, c'est juste un sujet de divertissement. Et en gros, il se dit, tant que la relation me flatte et me fait du bien, je garde, dès que j'en ai marre, je jette. Et ce sont souvent des personnes qui vont dire, je ne lui dois rien. Et ça, vraiment, c'est une absence totale d'étiquette, de bonne manière, de considération, de respect. Parce que pour lui, vos sentiments, votre temps n'ont absolument aucune valeur. Maintenant, qu'est-ce que ça fait dans notre tête ? Pourquoi ça fait si mal ? Eh bien parce que dans notre cerveau, ça va activer les mêmes zones que la douleur physique. Donc selon Kipling Williams, psychologue spécialisé dans le rejet social, il a écrit Ostracisme, le pouvoir du silence. Le cerveau humain est programmé pour la survie sociale. Le silence qui va être créé par le ghoster va créer une boucle non fermée et le cerveau va chercher désespérément à fermer cette boucle. Vous savez, c'est le fameux « j'ai besoin de clôturer » parce que l'absence de réponse empêche de faire le deuil de la relation. Citation de ce fameux ouvrage. L'ostracisme est unique car il ne donne aucune information sur la manière de corriger le comportement. Le silence est la forme la plus cruelle de rejet car il déshumanise la cible. Alors comment réagir avec élégance face à un ghoster ? Eh bien on va respecter le choix d'autrui. Si la personne a fait le choix d'être silencieux, donc nous allons respecter ce choix et rester nous-mêmes silencieux. Et surtout, on ne passe pas plus d'une journée à se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire. Comme je vous l'ai dit, vous ne voulez pas avoir une relation avec quelqu'un qui est limité émotionnellement, croyez-moi, parce que c'est beaucoup de travail après, et peut-être de la thérapie, mais certainement pas pour lui, mais pour vous. La clôture est dans ce silence. Vous avez confirmation que c'est une personne qui ne peut pas gérer une relation. La réponse, aucune relance. Par contre, si vous devez recroiser cette personne, pour je ne sais quelle raison, et que ce serait bizarre de ne rien se dire, dans ce cas-là, dites uniquement quelque chose comme « J'ai remarqué que nos échanges se sont arrêtés, j'en ai conclu que tes priorités avaient changé. Voilà, en gros, je respecte. Et ça ne change rien à ma vie. » Brièveté, dignité. Et maintenant, les trolls, ces parasites d'Internet. Les trolls, pour moi, ils ont un comportement quasi obsessionnel, extrêmement négatif, dont le seul but est de nuire, de détruire. Leurs agissements seront de l'ordre de commentaires gratuits, méchants, d'insultes, de messages à répétition, de diffamation, voire de dénigrement sur les réseaux. Ce sont des gens dérangés. Pour ma part, je les imagine toujours dans un sous-sol, vivant une vie misérable. Et comme ils n'ont pas la force ou les moyens de changer cette vie misérable, eh bien, ils ont envie de détruire celle des autres.
Et ils vont le faire d'une manière lâche parce que l'écran pour eux est un bouclier qui les protège, parce qu'on sait très bien que s'ils avaient la personne en face, dans la vraie vie, jamais ils ne se permettraient de dire ou de faire 1/100 de ce qu'ils disent ou font sur les réseaux. Il faut savoir que le troll n'utilise pas l'espace numérique pour échanger, mais uniquement pour provoquer une réaction émotionnelle chez autrui. Colère, tristesse ou frustration. C'est un prédateur de l'attention qui se nourrit du conflit. Il y a souvent une profonde déconnexion avec l'empathie, avec ce genre de personnes, et un grand sentiment d'impunité parce que caché derrière un écran est un avatar. Pourquoi font-ils cela? Ils cherchent à jouir de votre souffrance. Il s'agit de la théorie de la tétrade noire. Buckles, Trapnell et Paulus sont des chercheurs canadiens qui se sont spécialisés justement dans l'étude des trolls pour essayer de comprendre ce comportement. Ils sont auteurs de la recherche Trolls Just Wanna Have Fun. J'aime beaucoup le titre. Et ils ont établi un lien direct entre le trolling et le sadisme quotidien. Le troll, lui, lorsque il voit une réaction de tristesse, de frustration ou de colère, ça le nourrit. Il ressent réellement une récompense biologique, de la dopamine dans son cerveau. Je vais vous lire une citation de leur étude. Les trolls en ligne sont des sadiques narcissiques qui manipulent et exploitent les autres pour leur propre plaisir, trouvant une satisfaction intrinsèque dans la détresse d'autrui. Alors, maintenant pour vous, de l'autre côté, qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi ça fait aussi mal? Eh bien, face à un troll, votre cerveau subit une agression gratuite qui va directement déclencher le système d'alarme dans votre tête, l'amygdale, le centre de la peur et de la colère. Nous allons ressentir une profonde indignation, un sentiment d'injustice, et on va vouloir se faire justice. Donc on va chercher à se défendre, à se justifier pour rétablir la vérité. Mais quelle est la meilleure réaction pour une personne élégante, sachant tout cela? Imaginez, vous avez publié une vidéo « Les 3 règles d'étiquette pour être une hôtesse de distinction ». Et quelqu'un dans les commentaires vous répond quelque chose comme « Quelle condescendance, tu devrais t'occuper de tes rides plutôt que de nous faire des leçons de morale ». Eh bien, ne répondez pas, ne justifiez pas non plus. Et si jamais la modération est nécessaire, n'hésitez pas à inscrire « Ce compte a été banni » pour non-respect des règles de courtoisie de cette communauté. Comme ça, vous placez le troll dans une position de simple erreur de système, et non pas comme un interlocuteur. On connaît bien le « don't feed the troll », ne nourrissez pas le troll. Aussi tentant que cela puisse être, je sais qu'on a envie d'y répondre, parce que l'indignation, l'injustice est trop fort, mais ils se nourrissent de cette attention-là. N'importe quelle attention, positive, négative, ils prennent. C'est de ça dont ils se nourrissent. Donc on reste digne, on ignore, et on ne descend pas avec lui au sous-sol. Enfin, le troisième type d'impolitesse numérique, ce serait les commentaires désobligeants. Alors, c'est un peu différent du troll, parce que leur but n'est pas de détruire. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est plutôt leur propre validation. Je les appelle les éternels offensés d'Internet. Toujours insatisfaits. Vous faites une vidéo sur les chats, ils vont venir vous dire que vous n'aimez pas les chiens et que c'est inadmissible. Ou vous faites une vidéo sur les fraises et ils vont vous dire que vous ne pensez pas à ceux qui sont allergiques aux fraises. Ou alors, vous faites une vidéo sur les règles d'hygiène de base pour être une personne élégante. Et ils vont venir vous dire, mais vous ne pensez pas à ceux qui ne peuvent pas s'acheter de savon parce qu'ils dorment dans leur voiture. Véridique. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, c'est de l'indignation par procuration ou de la victimisation collatérale. Ce ne sont pas vraiment des trolls parce que eux pensent dans leur tête qu'ils défendent une cause. Et souvent, une cause qui ne les concerne pas. Je pense par exemple à cette personne qui m'avait dit vous ne pensez pas aux gens qui ne peuvent pas s'acheter de savon parce qu'ils dorment dans leur voiture. Je doute que cette personne dormait vraiment dans sa voiture. Ils pratiquent ce qu'on appelle en anglais le whataboutism. Qu'en est-il d'eux? C'est un peu ce qu'illustre The Bean Soup Theory, dont j'avais déjà parlé sur Instagram dans mes Reels. Et cette théorie de la soupe aux haricots s'explique par la théorie du biais de négativité et la signalisation de la vertu. Jonathan Haidt, psychologue social et auteur de The Righteous Mind, l'esprit vertueux, il explique que les gens utilisent l'indignation pour augmenter leur statut social au sein de leur propre groupe. En vous attaquant sur les fraises, les savons, eh bien, ils se posent en défenseurs des opprimés, pour briller intellectuellement, pour être le héros, pour se présenter comme justicier, même si leur argument est fallacieux.
Voici une citation de l'ouvrage. L'indignation est une manière de signaler aux autres que vous êtes un membre loyal et moral de l'équipe, souvent au détriment de la vérité ou de la nuance. Ce sont des utilisateurs qui vont percevoir toute affirmation spécifique comme une agression ou une exclusion délibérée. En gros, leur esprit fonctionne par soustraction. Pour lui, dire « j'aime les fraises » signifie mécaniquement « je déteste tout ce qui n'est pas une fraise ». Ce sont des personnes qui cherchent à valider leur propre vertu, des sophistes de l'émotion. Ils vont déplacer le curseur de la conversation vers un drame humain, sans aucun rapport avec le sujet initial, pour vous placer dans une position d'accusé. C'est une forme de misère intellectuelle qui refuse la nuance et le plaisir simple d'un sujet précis. Maintenant, pourquoi ça nous fait mal? Qu'est-ce que ça fait dans nos têtes, ce genre de commentaires? Ici, la douleur est un peu plus sournoise parce qu'elle active le biais de négativité. Et le biais de négativité, nous force à accorder plus d'importance à ce commentaire négatif plutôt qu'aux 10 centaines autres commentaires positifs qui étaient là. Parce que ça va instiller un sentiment d'illégitimité, de culpabilité. Naturellement, lorsque nous sommes mentalement sains, on va se poser des questions sur nous-mêmes. Est-ce qu'on est vraiment bienveillant? Si on nous a fait cette remarque-là, c'est que peut-être que je ne suis pas une personne si bienveillante que cela. Et on a ce sentiment d'avoir échoué, de plaire à tout le monde. Paul Slovic, un professeur américain de psychologie, parle justement de la culpabilité de l'étendue. Ce concept explique que l'esprit humain n'est pas fait pour porter toute la misère du monde simultanément. Et ce concept de culpabiliser les personnes en ligne sur des détails d'une certaine misère en particulier joue sur cette faille. Il vous reproche de ne pas inclure tous les malheurs du monde dans une vidéo d'1 minute 30. Et ça, c'est une manipulation qui vise à vous faire vous sentir comme illégitime de parler de, je sais pas, de beauté, d'élégance, etc. Parce que tant qu'il y a de la souffrance ailleurs, vous n'avez pas le droit de parler de quelque chose de positif. Comment réagir élégamment face aux commentaires désobligeants? Donc imaginez, vous postez une vidéo sur l'importance de mettre une nappe en tissu. Et vous allez avoir un commentaire. C'est tellement indécent de parler de nappe alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. La réaction, ce sera le recadrage bienveillant. Je vous explique. Contrairement aux trolls, on ne répond pas, parce que eux, ils cherchent juste de l'attention. On peut recadrer si on a vraiment envie de répondre. On n'est pas obligé de répondre, mais si on a envie de répondre, on peut recadrer avec bienveillance, en expliquant que l'appréciation de la beauté n'exclut pas la conscience des difficultés dans le monde. Ce sont deux sujets différents. Et voilà, vous ne vous excusez pas. Il y a une citation qui dit que les bonnes manières, c'est savoir comment réagir aux mauvaises manières des autres avec grâce, avec élégance. Nous n'avons pas le contrôle sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens disent, sur ce qu'ils font. Par contre, nous avons le contrôle sur notre manière de réagir. Et l'élégance, la vraie élégance, c'est justement être capable de maintenir nos propres standards d'élégance, même lorsque l'autre en face de nous a décidé de ne pas en avoir. Donc, lorsque vous refusez de répondre à l'agressivité, à la violence, vous faites passer le message que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, c'est vous qui déterminez le ton et la valeur de l'échange. Donc, pour conclure, à mon sens, le silence est la réaction la plus élégante, la plus sophistiquée qui soit. Ça paraît simple, n'est-ce pas? Mais c'est tant mieux, parce que l'élégance et la simplicité font bon ménage.